Bien, bienvenue à tout le monde. Moi, je suis Adrien Brégère, je suis chargé de mission sur les questions de travail social et de participation au siège de la Fédération des acteurs de la solidarité. Donc voilà, pendant une semaine, dans le cadre des travaux du groupe d'appui national participation, qui est composé de personnes accompagnées au sein du réseau FAS, de professionnels du travail social aussi, ça faisait un bon moment qu'on avait envie de proposer des choses autour de la participation. À l'origine, ce projet, il était autour d'une journée en présentiel, et puis voilà, les événements faisant et les retards progressant, on a choisi de finalement répartir ces différents éléments-là sur un peu plus d'une semaine à travers des ateliers en ligne sur différents sujets qu'on a travaillé ensemble. Là maintenant, c'est le premier atelier. Donc un premier atelier sur les questions d'éducation populaire et d'intelligence collective. Ces ateliers vont tous fonctionner à peu près de la même manière. Si vous participez aussi à d'autres durant la semaine, ils sont composés généralement d'interventions, de 2 à 4 interventions en introduction quelque part, qui correspondent à peu près à la moitié du temps de la table ronde qui dure 1 heure et demie. Et donc, durant cette première partie, chacun est invité à présenter une ou plusieurs pratiques, on va dire, inspirantes, ou en tout cas des perceptions inspirantes sur les sujets qu'on veut traiter. Et la seconde est plus dédiée à des échanges justement avec vous qui êtes connectés. Et pour participer, du coup, vous avez deux possibilités qui vous seront proposées. La première, c'est de poser des questions à travers le chat. Là, c'est plutôt si vous souhaitez commenter ou questionner finalement des choses qui ont été évoquées dans la première partie. Et vous avez une autre possibilité qui est de lever la main et de nous dire dans le chat si vous voulez partager finalement une perception, un point de vue sur un des sujets qui est évoqué. On peut tout à fait vous passer la parole, et dans ce cas de figure-là, on n'entendra que le son de votre douce voix qui nous permettra d'entendre votre perception, votre commentaire ou votre prise de parole en tout cas. Je vous propose qu'on aille un peu en direct assez vite sur ce qui nous rassemble aujourd'hui, sur ce premier atelier-là. Donc, vous l'avez vu, au fil de la semaine, on a des ateliers assez spécifiques. Cet atelier-là, il a une fonction un peu plus large finalement, un peu plus politique presque finalement, sur les questions de participation dans nos services, dans nos établissements. Il y a une question qui revient souvent, c'est que finalement, on a le cadre des instances de participation qui est défini par voie réglementaire, qui sont la loi 2002 qui institue les CVS, ou d'autres, le code de l'habitat, par exemple, dans les résidences sociales ou les pensions de famille, qui instituent les conseils de résidents. D'autres types d'instances existent aussi dans d'autres cadres, et puis parfois, ça peut être une simple instance de participation, mais finalement, les cadres, ils existent aujourd'hui, mais on a beaucoup de retours sur finalement comment est-ce qu'on peut repenser ces cadres-là qui permettent des formes d'expression et de participation réelle des personnes. Et il y a un vrai besoin, finalement, 20 ans après la loi 2002, de réfléchir à nouveau comment est-ce qu'on fait vivre ces cadres de participation. Alors, chaque association, finalement, investit ces cadres-là de manière très différente. Il y a beaucoup de choses très intéressantes à valoriser. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a voulu construire un peu cet atelier-là, pour finalement commencer par prendre un petit peu de recul sur ce qui peut faire vivre la participation dans ces services et ces établissements-là. Donc, on aura la chance d'avoir 4 super interventions qui sont nourries du coup de points de vue assez différents les uns des autres. Je vous les nomme par ordre d'apparition, mais je vous représenterai peut-être un petit peu plus, de manière un peu plus détaillée ce que vous faites. Donc, on aura d'abord Germain Tellier qui travaille pour une association qui s'appelle La Boîte sans projet, qui est dans les Hauts-de-France, à Amiens, et qui est une association qui, à la fois, on va dire, accompagne et forme aux méthodes d'éducation populaire, et qui aussi met en place des actions en direct. Pourra nous présenter un peu plus en détail à quoi ça correspond. On aura ensuite Pascaline Mariette et Farid Dieng qui nous parleront de ce que fait l'association Capacité, qui est une association qui déploie des formes différentes de participation des personnes concernées, notamment dans le secteur de l'hébergement. On aura la chance d'avoir aussi le point de vue de Rachel Cohen, qui est chef de service au sein d'un centre d'hébergement d'urgence Moussaïa à Paris, et qui a développé des choses assez intéressantes autour de la notion d'intelligence collective. Et enfin, on aura Nicolas Gaillard qui nous parlera pour le compte de la plateforme de soutien à la participation mise en place par le Groupement des Possibles sur le département de l'Isère. Si ça vous va, chers intervenants, je vous propose qu'on aille directement dans le sujet, en commençant justement par toi, Germain. On va te poser peut-être 2 ou 3 questions pour comprendre un peu ce que vous faites à la boîte sans projet. Donc justement, peut-être pour commencer en présentant un petit peu ce que vous faites, vous vous formez, mais vous aussi vous mettez en place directement des formes
de participation via les outils d'éducation populaire, bah, finalement, à la boîte sans projet, quelle forme ça peut prendre? Ouais, alors bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc ouais, la boîte sans projet, c'est nous, on se définit comme étant une structure d'éducation populaire. Historiquement, en fait, nous, on a plutôt eu tendance, jusqu'à présent, en fait, à travailler la question de la formation et depuis quelques temps, en fait, on a développé, tout un champ de formation professionnelle, un champ très particulier d'éducation populaire qui s'appelle l'animation sociale. Qui veut, en tout cas, qui se veut institutionnellement, en tout cas, comme étant le champ de rencontre en fait entre les institutions du travail social et les pratiques d'éducation populaire. C'est-à-dire que nous, dans ce, dans ce cadre-là, en fait, on forme des animateurs et des animatrices à, euh, à intervenir dans ce que nous on appelle les univers institutionnels étrangers de l'éducation populaire, donc à intervenir plutôt dans des EHPAD, dans des CHRS, des hôpitaux psychiatriques, accueil de jour, club de prêve, etc., quoi, et à investir au maximum en fait un peu ces espaces pour mettre en place en fait des démarches d'éducation populaire, alors soit qui s'appuient sur un ensemble méthodologique, un ensemble pédagogique en fait qui relève des pédagogies de l'émancipation, hein, celles qu'on a une tendance en fait nous à valoriser et à développer dans le cadre de l'éducation populaire, mais on parle plutôt de démarche puisque l'idée en fait de ce métier hein, d'animateur, d'animatrice sociale, c'est de pouvoir participer au maximum dans le cadre des institutions en fait, à la transformation des personnes, à la transformation des groupes, à contribuer en fait, à développer l'engagement de chacun et chacune en fait, dans le champ commun, en fait, à faire société, en fait, hein, à s'émanciper finalement de sa propre situation et des fois en fait du cadre contraignant de l'institution. Et puis la dernière chose, plutôt en fait, on essaye de former des professionnels à pouvoir permettre aux groupes accompagnés d'interroger leurs références, leurs habitudes, leur représentation du monde pour pouvoir agir dessus. En fait, hein, voilà, on est vraiment inscrit dans une démarche d'éducation populaire. Hein, on s'appuie sur une méthodologie pour euh, permettre en fait l'implication de chacun en fait dans le politique, dans le faire société, et derrière de pouvoir permettre d'agir dessus, de transformer, et donc de sortir un petit peu des processus habituels de réparation qui peuvent exister traditionnellement en fait dans le travail social, et se dire en fait on ne va pas chercher à réparer des situations individuelles, mais on va chercher collectivement à pouvoir transformer nos conditions et à transformer l'environnement dans lequel on peut agir. L'autre spécificité de la structure, c'est que soit on est une structure de formation, mais on a fait le choix, il y a 2-3 ans, de développer ce que nous on appelle un espace de vie sociale, donc qui est un espace d'animation de proximité, qui est une forme du travail social plus spécifique à l'éducation populaire. Donc l'espace de vie sociale, c'est un micro-centre social pour, euh, pour, faire, euh, pour faire court. Hein. C'est vraiment un espace d'animation sociale de proximité où on essaye de répondre à la fois à des situations problématiques de quartier, de voisinage, qui peuvent exister, avec le but, nous, en tout cas, de toujours alimenter à la fois la formation et de pouvoir éviter de raconter n'importe quoi en formation, en fait, enfin, sortir du théorique en disant, en fait, nous, on a des espaces pragmatiques qu'on a vécu, pratiques, etc., quoi. Et entre ce qu'on peut raconter, enfin, ce qu'on pouvait raconter à un moment donné, quand on l'a testé, bah, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Et puis, en fait, ce qu'on vit tous les jours, en fait, dans cet espace-là, en fait, ça permet de nourrir, en fait, aussi des, euh, des interrogations, en tout cas des questionnements sur ce qui relève, en fait, de la démarche d'éducation populaire dans le cadre du travail d'intervention sociale, quoi. L'autre spécificité qu'on a sur cet espace de vie sociale, c'est que on a décidé d'en faire un espace d'accueil inconditionnel. Et donc, si juridiquement, normalement, ces espaces-là en fait, sont à destination d'habitants, enfin, de la catégorie d'action publique habitant-habitante hein, qui peut exister,
Nous, on a décidé en fait d'en faire un espace accessible aussi à des habitants non officiels, enfin, c'est-à-dire qui n'ont pas d'adresse, mais qui vivent quand même sur un territoire, en fait, hein, donc en fait, qui participent à cette vie-là. Donc nous, c'est plutôt des personnes qui sont en situation d'exil, situation de migration, souvent qui sont déboutées du droit d'asile. Et en fait, on retravaille ensemble la question un peu de l'empowerment, hein, du pouvoir d'agir, etc., qui peut exister pour se dire en fait comment en fait on fait de cet espace-là en fait un espace d'expérimentation en fait de production de solidarité, si on pour parler un peu crûment, mais aussi en fait de transformation politique des situations, avec l'idée essentiellement de dire en fait c'est pas nous qui apportons des solutions, c'est pas nous qui allons porter les revendications, mais on va travailler en fait des espaces d'auto-organisation par le bas, voilà, des espaces participatifs, hein, puisque c'est ça qui nous rassemble aussi aujourd'hui, où en fait nous on est dans une situation d'abord d'accompagnement et dans un deuxième temps, en fait, l'idée de ne pas être indispensable, en fait, hein, de permettre aux groupes de s'émanciper par eux-mêmes et de pouvoir agir sur leur environnement, sur leurs conditions, sans que ce soit forcément à nous de le faire. Donc, nous, l'idée, en fait, en tout cas, c'est d'apporter un outillage par l'éducation populaire, en fait, un outillage en termes de méthode, en termes de conscientisation politique, des espaces sur lesquels agir. Et notamment, en fait, puisque c'est un truc qui nous rassemble aussi aujourd'hui, toute la question en fait, de l'hébergement d'urgence, qui est en tout cas, nous, une problématique assez, assez importante, qui relève de l'urgence sociale, de gens en fait, qui finalement, en fait, tous les soirs doivent appeler les services sociaux, le 115, etc., pour se loger, avec ce que vous devez connaître, en fait, hein, les réductions de lits, etc. Et donc, comment en fait, nous, on travaille à faire en sorte au moins que tout le monde puisse être logé. Et puis, ça, c'est une première chose, hein, c'est ce qui va relever de la solidarité. Et la deuxième chose, en fait, voilà, comment c'est plus nous qui portons ça, mais c'est des groupes auto-constitués de premiers concernés et premières concernées, en fait, qui agissent sur leurs propres conditions pour créer les mobilisations, leurs mobilisations, et aller négocier directement avec, en l'occurrence, les conseils départementaux. Peut-être une question là-dessus, justement. On a souvent des questionnements autour en centre d'hébergement d'urgence en particulier, en tout cas dans les établissements ou dans les haltes de nuit ou dans les services d'accueil de jour notamment, dans des fonctionnements assez proches de celui que vous avez sur votre lieu d'accueil inconditionnel, justement. Comment est-ce qu'on réussit à faire cohabiter problématique d'urgence sociale, finalement, problématique du quotidien, du lendemain très immédiat, avec des participations, des formes de participation d'un peu plus longue haleine. Comment est-ce que vous réfléchissez ça? Et pour vous, à la boîte sans projet, ça doit être quoi un petit peu les choses qui facilitent quand même, malgré ça, la mise en place de formes participatives auprès de personnes et de publics qui sont accueillis dans des dispositifs d'urgence sociale? Alors la question de l'urgence sociale, c'est assez compliqué en fait, dans le sens où quand quelqu'un arrive avec une situation extrêmement inconfortable, en fait, on n'a pas d'autre choix que de la traiter directement. Individuellement, même si ça, en fait, c'est toute la tension qui existe en fait, hein, aussi entre éducation populaire et travail social. À un moment donné, on est avec des personnes qui vivent des situations extrêmement problématiques sur lesquelles il faut agir, et en même temps, on a toute cette volonté, en tout cas cette tradition de travailler collectivement, et donc en fait évidemment à un moment donné en fait ça se confronte parce que c'est assez complexe à travailler. Et la deuxième chose, c'est de se dire en fait, on peut difficilement imposer à des gens qui vivent des situations redoutable, le besoin de participer, tout simplement. En fait. À un moment donné, il y a des préalables. On ne peut pas avoir une injonction à la participation ou à la prise en main des situations collectives si nos propres situations individuelles ne sont pas comblées, en fait, tout simplement. Quoi. Nous, ça nous semble assez compliqué de demander aux gens d'agir politiquement sur leur propre situation quand ce qui est dans la tête, en fait, c'est de où est-ce que je vais dormir, qu'est-ce que je vais manger, est-ce que je vais pouvoir me soigner, etc. etc. quoi. De fait, nous, on a travaillé sur un double système. Le premier, c'est de dire, voilà, en fait,
c'est vraiment ça, mais le premier, c'est on résout en fait la question de l'urgence sociale avant de travailler l'urgence politique. Ça nous semble important de travailler dans ce sens-là. On peut pas, on peut pas agir sur les institutions si, ce que je disais, hein, si les gens en fait sont pas en capacité en fait, en tout cas, s'ils n'ont pas le confort qui permette de faire ça, quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est plutôt que de produire en fait de la participation, plutôt que de produire des espaces de participation, plutôt que de produire en fait des espaces d'animation pour des personnes qui sont totalement exclues du champ politique, du champ social, etc. On a essayé de travailler un peu à l'envers et de se dire en fait, quand on vient à la boîte sans projet, en fait, on en fait c'est un espace d'expérimentation, en fait, un peu ni moins, en fait, de production de solidarité, et on essaye de mettre en lien au maximum les gens en fait qui sont ici, hein, qui passent, qui s'en vont, etc., de manière en fait à ce qu'il y ait une résolution des problèmes voilà, qui relèvent de l'urgence sociale, que ce soit l'hébergement, etc., par des personnes qui sont aussi directement concernées. En fait, c'est l'idée d'avoir de ce que nous on appelle des groupes d'entraide, de solidarité, d'entraide administrative pour des questions d'actes administratifs, hein, tout simplement, quoi. Voilà, c'est des groupes de pairs en fait, hein, qui se sont auto-constitués et qui vont travailler ça, quoi. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que ça c'est traité, en fait, très régulièrement, nous, on a mis en place ce qu'on appelle des meetings, qui sont en fait des espèces d'espaces de palabres, pour faire court, parce que toute la méthodologie d'éducation, la boîte à outils qu'on avait, en fait, elle fonctionne très, très bien dans les centres sociaux, etc., mais avec une population qui, pour nous, en fait, est essentiellement, qui vient essentiellement d'Afrique de l'Ouest. En fait, il y a un déficit culturel qui se joue, en fait. On n'a pas les mêmes traditions culturelles, on n'a pas la même façon de fonctionner. Et donc, en fait, on a mis en place quelque chose avec les gens, voilà, qui relèvent un peu de la palabre. Et donc, en fait, on a des meetings régulièrement, en fait, où sont posées toutes questions qui peuvent être résolues collectivement, quoi. À la fois des espaces sur la question de l'urgence sociale, donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent arriver en disant de par le travail communautaire qui peut être fait, je sais qu'un tel a tel souci en ce moment, etc. Comment en fait on peut s'organiser pour pouvoir le résoudre. Ça, c'est une première chose. Et puis, on a d'autres discussions en fait qui relèvent de comment en fait on organise collectivement le temps quotidien à la boîte sans projet. Et ça, c'est une deuxième chose qui est travaillée, en fait, c'est-à-dire, en fait, ça relève très clairement de l'organisation communautaire, hein, on va pas c'est pas non plus, on n'a pas inventé la poudre, hein. Et, voilà, en fait, c'est-à-dire, en fait, c'est cet espace qui est un peu à tout le monde. Comment en fait on retravaille alors des choses ultra triviales comme la question du ménage, comme la question de la cuisine collective, etc., etc., mais aussi l'inscription de qui veut en fait dans des processus beaucoup plus longs de ce qui va relever de la revendication politique vis-à-vis des institutions non, voilà, vis-à-vis des institutions, en fait, très clairement, en fait, comment en fait nous on met en place, c'est un peu ça qui se passe en fait, hein, des stratégies de harcèlement continu en fait pour permettre d'avoir toujours des places d'hébergement d'urgence, etc., ou de sollicitation continue des institutions en fait pour qu'elles puissent répondre en fait à leurs obligations légales. En fait, à un moment donné, c'est ça qui se joue, quoi. La spécificité, c'est que c'est pas nous qui le faisons, en fait, tout simplement. En fait, on essaye de mettre en place les conditions qui permettent en fait aux personnes qui vivent les situations de pouvoir elles-mêmes s'organiser, s'organiser et agir par elles-mêmes, par groupe de pairs sur ces questions-là, quoi. Et puis la dernière chose, c'est qu'en fait, on a un fonctionnement qui est très ouvert, même sur nos conseils d'administration, etc. Et donc, en fait, il y a toute personne en fait qui a, de par le meeting ou ça, qui a envie de s'impliquer en fait sur la question de l'orientation politique de la structure, a la possibilité de le faire en fait, et on utilise aussi ces meetings-là pour discuter de ça, quoi, de quelles sont nos stratégies collectives de travail et de réponse aux formes d'urgence sociale qui peuvent exister, quoi. Merci Germain, on a bien noté ce que ça peut apporter d'avoir à la fois un espace d'expression qui part aussi des préoccupations du quotidien pour petit à petit travailler des processus de plus longue haleine. Vous parlez de participation à travers un angle
assez politique. Vous parlez d'approche communautaire aussi. Peut-être une dernière question pour une réponse assez rapide. Quel lien vous voyez qui peut être fait aujourd'hui entre le travail social des associations comme celle du réseau FAS ou des services sociaux et plus largement l'éducation populaire en elle-même et toutes ces manières de travailler à la mobilisation plus collective. Comment est-ce que vous voyez qu'aujourd'hui le lien il existe et il évolue? D'abord, il y a le premier lien institutionnel qui est celui, on parlait là des animateurs, animatrices sociales. En fait, ça veut dire qu'il y a quand même aujourd'hui, il y a quand même un champ professionnel existant, en fait, de gens qui sont formés pour pouvoir agir dans ces institutions-là, en fait, sur des bases d'éducation populaire, en fait, tout simplement. Et donc, sortir, en fait, de la logique de réparation, ce que j'appelle, enfin, un peu de manière provocante aussi, hein, mais les logiques de réparation habituelles du travail social. Et donc, plutôt aller vers des objets de transformation, quoi. Et une autre chose que moi je vois, en fait, c'est la question d'interroger, en fait, continuellement, en fait, cette question de la participation, en fait. Enfin, à un moment donné, je sais plus qui dit ça, en fait, mais il y a tout un truc. En fait, enfin, je sais pas par quel bout le prendre, mais 2002, en fait, enfin, la loi 2002, en fait, elle contractualise la participation. C'est-à-dire, en fait, elle crée des espaces de participation qui se contractualisent, mais qui sont des espaces descendants, qui viennent du haut. Et en fait, ça reprend un peu cette question qui est presque coloniale, en fait, hein, de dire nous sommes là pour vous libérer, etc., etc., quoi. Et puisque vous êtes éloigné de la vie politique, de la vie sociale, etc., on va vous former, on va vous donner les espaces de participation pour, etc., etc., quoi. Un des intérêts, je pense, en tout cas, une forme très pertinente d'intervention de l'éducation populaire dans le travail social, c'est d'interroger ça, en fait, continuellement, en fait, en tout cas, d'aller interroger cette injonction à la participation en repartant donc d'une phrase, je ne sais plus qui c'est qui dit ça, mais je la trouve intéressante, qui est de dire, en fait, ne me libère pas, je m'en charge. Arrêtez de vouloir me libérer, en fait, je suis en capacité de le faire, quoi. Et qui reprend en fait un peu le concept aussi de résonance. Voilà, c'est un concept un peu obscur des fois en sociaux, mais qui dit aussi en fait c'est par le groupe, en fait, c'est par le groupe de pairs en fait qu'on résonne avec le monde, qu'on résonne avec nos pairs. Et c'est là-dedans en fait qu'on a du sens. En fait, si on s'atomise les uns les autres en fait dans des espaces de participation en fait sur lesquels on est choisi ou alors sur lesquels en fait on est plus facilement insérable dans ces processus-là, en fait, il y a toute une perte de sens qui peut exister en fait le seul de dire en fait, moi j'existe en fait par mes pairs, par les gens avec lesquels je vis les mêmes choses, etc. En fait, et on a besoin de s'auto-constituer en termes de groupe pour avoir une fonction transformatrice. Et puis, la dernière chose, en fait, c'est pareil. Alors, je reprends un peu des notes, hein, mais euh, 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 c'est l'idée, voilà, de travailler sur l'institution même, en fait, en tout cas sur l'institution politique, en tout cas, voilà, avoir ces espaces de participation contractualisés. Finalement, c'est ni plus ni moins que chercher du statu quo. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'interroge et c'est comme ça qu'on le travaille. En fait, à un moment donné, ça crée du consensus. En fait, c'est l'idée de se dire, c'est parce qu'on ne s'est pas assez écouté qu'on n'est pas d'accord. Or, non, c'est pas vrai. Les espaces de participation, c'est aussi des espaces d'expression du conflit, d'expression d'intérêts opposés. Et c'est normal, en fait, et c'est ce qui fait en fait qu'on vit dans une société à peu près, enfin qu'on vit en société, c'est qu'on n'est pas tous d'accord et qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts. D'autant plus en fait dans des institutions où les premiers concernés ont des positions extrêmement dominées par rapport à des intervenants sociaux qui, eux, vont occuper en fait des positions dominantes, quoi. Et donc, l'idée, c'est de se dire, en fait, comment on fait de ces espaces de participation aussi des espaces en fait qui permettent de faire vivre le conflit, en fait, tout simplement. Et c'est par là, en fait, qu'on arrivera à avoir une dimension extrêmement transformatrice et qui ne soit pas en fait forcément que la recherche du statu quo ou de cogestion ou de stratégie gagnant-gagnant en fait qui à un moment donné en fait voilà, tente juste à lisser et neutraliser
tout ce qui peut exister de subversion dans le travail social et dans l'éducation populaire. Bah voilà, c'est toujours interroger ce truc-là. Je pense que c'est ça qui est extrêmement intéressant, quoi. Ben, merci beaucoup, Germain. Effectivement, on voit que ces questions-là, elles sont de plus en plus posées aussi par les intervenants sociaux de terrain, qui se demandent justement, qui se posent la question de la place et de jusqu'à où ils peuvent aller en termes de participation avec les personnes concernées. Donc, votre intervention, elle est intéressante parce qu'elle propose une réflexion, une réinterrogation de ces instances-là qui peut être vraiment intéressante. On a bien noté les questions qui arrivent progressivement dans le chat. On les prend bien en compte et on vous les réadressera à l'issue des différentes présentations. Donc, on voit qu'il y a des questions et des commentaires vraiment intéressants qui commencent à arriver. N'hésitez vraiment pas à continuer à en poser. On va passer à l'intervention suivante auprès d'une association francilienne, cette fois, qui s'appelle Capacité, qui travaille, vous allez peut-être vous représenter un petit peu rapidement, mais à Capacité, vous travaillez directement avec des personnes accompagnées en centre d'hébergement, en pension de famille aussi, il me semble, autour de différents projets de développement de la participation dans ces espaces-là, où c'est généralement des associations, on va dire, gestionnaires qui vous sollicitent pour intervenir. Vous êtes quelque part un tiers intervenant, si on peut peut-être le dire comme ça. Donc justement, peut-être une première question là aussi pour vous présenter. À Capacité, vous accompagnez, vous visez à accompagner le développement du pouvoir d'agir et la participation au sein d'établissements d'hébergement et d'accompagnement. Ben voilà, concrètement, comment est-ce que votre démarche, elle se met en place et c'est quoi vos principaux partis pris de méthode et de valeurs quelque part que vous portez à Capacité? Et bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette intervention et pour les questions. Du coup, nous, Capacité, on est effectivement une association. On anime et on conçoit des démarches participatives. Et l'idée, c'est vraiment de partir des besoins et des envies des personnes concernées et à partir de là, de créer des espaces collectifs dans lesquels les personnes peuvent partager leurs problèmes du quotidien. Et en fait, il se trouve que souvent, ces problèmes se recoupent avec d'autres personnes et de se dire que déjà, la première réponse est dans ces espaces-là, c'est de prendre conscience qu'on n'est pas seul à avoir ce problème-là et qu'en fait, ce problème, il est partagé par d'autres personnes, par d'autres structures et il est déjà, voilà, il peut y avoir des réponses collectives qui peuvent être proposées à ce problème. Notamment, le premier point pour trouver cette réponse collective, c'est de ces espaces-là de participation, il propose justement de favoriser le faire ensemble. Et c'est peut-être quelque chose aussi, c'est peut-être une première réponse en tout cas nous, ce qu'on a observé de conditions à la participation, c'est que plus on fait ensemble, plus on prend conscience aussi du pouvoir collectif et que du coup, voilà, pour reprendre un peu un terme que Germain a dit tout à l'heure, l'idée de transformer une situation de façon collective. Et si on transforme cette situation collective, il y a forcément une transformation individuelle qui va avoir lieu aussi par rapport à chacune des situations qui sont partagées dans cet espace de parole. Peut-être du coup, je vais présenter Fari et Fari va pouvoir peut-être un peu donner plus de détails par rapport à comment ça marche concrètement. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, moi j'ai déjà dans un premier temps eu à participer avec Pascaline sur différents projets et sur différents ateliers. Et les ateliers, on avait commencé à les travailler ensemble par petits groupes. Et après, on a élargi à d'autres personnes qui sont hébergées dans des CHS, qui sont en réalité dans l'hébergement d'urgence. Et c'est là le faire ensemble, comme elle vient de le dire. Chacun a eu ses problèmes, ses préoccupations, les différences selon les centres, selon les structures d'hébergement d'urgence. Et là, on a fait une collaboration participative, comme vous venez de le dire. Et c'est là où on a construit vraiment un outil qui nous a permis d'avancer et d'évoluer selon les préoccupations de tout un chacun. Et par-delà, moi, je suis particulièrement membre majoritairement élu dans un CVS, au CHS où je suis hébergée. Mais là, le CVS ne marche pas du tout.
Il ne marche pas du tout. Et là, on sait que le CVS est obligatoire, il faut le faire faire, il faut qu'il existe dans les centres, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il faut que le CVS soit vraiment accompagné, qu'il soit mis en place non seulement par la nécessité de respecter la loi, mais aussi par la nécessité de faire participer les personnes qui sont hébergées et par-delà les représentants qui sont élus dans le CVS. Et là, c'est parce que le CVS qu'on a chez nous, il ne marche pas du tout parce que la direction est complètement absente. On n'a pas d'interlocuteur. Voilà. Et quels que soient les problèmes que nous soulevons, on n'a aucune présence de la direction et on n'a aucune réponse réellement. Et concrètement, ce n'est pas comme ça qu'on peut utiliser l'éducation populaire dont vous venez de parler. Parce que l'éducation populaire, d'après ce que j'ai compris, ça permet d'émanciper et d'aider les personnes à s'émanciper de leur situation. Et là, dans notre centre, concrètement, c'est héberger pour être hébergé. On a simplement l'hébergement, mais on n'a pas l'accompagnement, les accompagnements qu'il faut pour nous permettre concrètement de nous émanciper. Voilà, de nous émanciper. Et puis là aussi, si par exemple les personnes qui sont hébergées dans un centre ont des difficultés à survivre, les gens ne trouvent vraiment pas l'intérêt à participer au CVS. Voilà. Et tous ces problèmes-là, on ne peut pas les poser parce qu'on n'a pas un interlocuteur à qui s'adresser, sincèrement. Parce que, par exemple, moi, je me dis à chaque fois, et je l'ai aussi partagé à d'autres personnes, on se rend compte que, franchement, si, par exemple, on a des difficultés parce qu'on a froid, si on a des difficultés parce qu'on a faim et qu'on n'a pas ce qu'il faut pour bien se prendre en charge concrètement, pour manger à sa faim, on a des difficultés réelles à participer dans un CVS, à donner ses avis ou à s'intéresser réellement dans la vie qui nous concerne directement. Et ça, c'est un réel problème. Parce que moi, aujourd'hui, dans mon centre, je vis avec 60 € pour tout le mois. Et figurez-vous, avec 60 € pour me prendre en charge pour tout le mois, c'est trop compliqué. Je passerai mieux mon temps à tourner autour des associations qui peuvent faire quelque chose pour m'aider à manger ou à satisfaire des besoins vitaux, plutôt que de m'investir concrètement et objectivement dans un CVS, parce que je me dis que ça ne m'apportera rien du tout, ça ne me mènera nulle part. Et là, franchement, on a besoin d'avoir des interlocuteurs qui nous écoutent, que tous les problèmes que nous vivons et auxquels nous sommes confrontés soient entendus, qu'on nous écoute, qu'on nous associe, mais pas qu'on prenne des décisions à notre insu et que nous ne soyons pas associés à ces décisions-là. Parce que concrètement, c'est nous qui vivons les difficultés. C'est nous qui savons ce qui se passe. C'est nous qui représentons les hébergés en tant que membres de CVS. Donc, nous devons concrètement et objectivement être associés aux discussions, aux débats, et nous devons aussi avoir les informations, disposer des informations pour savoir aussi à quel niveau nous devons nous investir pour vraiment apporter toutes les réponses dont on a besoin et toutes les réponses à toutes nos attentes aussi. Et là, je me dis que c'est hyper important, c'est fondamental pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés au niveau des CVS et au niveau de nos centres d'hébergement. Et par exemple, du coup, ce problème dont vient parler de Fari, il a été partagé du coup dans un groupe un peu plus large et ils se sont rendus compte qu'il y a plusieurs personnes qui vivaient des situations similaires et la démarche participative, elle a permis de
voilà, de trouver, de proposer, de réfléchir en tout cas à une solution collective qui était l'idée peut-être de proposer un suivi SIAO des personnes hébergées pour que du coup il y ait voilà, l'idée de réfléchir à la qualité des hébergements aussi qui soient proposés et que ce suivi puisse du coup être mis en place. Il y a eu des premiers échanges avec le SIAO et du coup c'est voilà, c'est quelque chose qui émane des personnes, c'est une solution qui a été trouvée collectivement et que la démarche participative permettra de suivre pour essayer d'aller le plus loin possible pour poser cette question-là et pour être sûr que du coup les situations des personnes puissent être améliorées puisque c'est les premières concernées. Oui, et là aussi, j'aimerais ajouter un point qui m'a vraiment, comment dirais-je, qui m'a vraiment intéressée, c'est qu'une fois on a été au SAMU social, on a travaillé avec eux pour rencontrer des personnes hébergées. Et là, on a eu des discussions avec ces personnes-là, avec les représentants de la direction, et on s'est rendu compte que la direction était tout le temps en lien avec les personnes hébergées. Les personnes hébergées étaient bien écoutées, on prenait bien en compte leur contexte et leur situation que ces personnes-là vivent et sont confrontées tous les jours dans leurs hébergements. Et là, c'était vachement intéressant parce que ça va mener petit à petit et au fur et à mesure à la création et à la naissance d'un CVS, ce qui n'est pas le cas dans les centres d'hébergement. On fait CVS parce qu'on est obligé de faire un CVS, mais la logique, la dynamique, tout ce qu'il faut pour faire fonctionner le CVS n'existe pas du tout. Et là, il y en a vraiment, si je peux dire, il y en a franchement, comment dirais-je, la claque, quoi, d'être obligé de vivre comme ça tout le temps et d'être confronté à cette non-écoute, à cette non-considération, à ce non-respect. Parce que la direction, à la limite, fait ce qu'elle veut, ne nous associe pas, ne nous informe même pas. On n'a même pas les informations. On ne sait pas ce qui se passe, comment ça se passe, pourquoi ça se passe. Et déjà, c'est ça la base d'une association, d'une CVS à la vie d'un centre tel que moi, je la conçois. Il faut qu'on soit associé à la vie du centre. Il faut qu'on soit aussi associé aux réflexions, qu'on soit associé aussi aux prises de décision. Mais là, nous, notre centre, on n'a pas de direction à qui nous adresser. Et on ne sait pas à qui s'adresser non plus. C'est pour ça qu'on a fait le travail avec Pascaline en groupe pour nous interroger et faire la demande réellement. Si au niveau de notre centre, on a des difficultés, on n'a pas d'interlocuteur, à qui réellement? Peut-être justement, vous demandez, je pense que vous avez vraiment mis en avant ce besoin autour de ces instances-là, de penser du coup les formes d'échange entre les espaces décisionnels de l'association et les espaces de participation, du coup jusqu'à de quelle manière ils peuvent être en lien les uns avec les autres, voire se rejoindre. Justement, avec capacité, c'est quoi votre approche en termes de méthode pour, quand vous êtes sollicité notamment par un centre d'hébergement, par exemple, qui vous demande comment réfléchir ou réinterroger les formes de participation qui sont en leur sein, quels sont vos… Alors, on n'aura pas le temps, vous n'aurez pas le temps de nous décliner complètement dans le détail votre méthode, mais peut-être quelques partis pris qui sont autant de conditions pour améliorer ces fonctionnements participatifs dans un établissement. Je crois qu'il y a une question sur les types d'ateliers, ça peut un peu rejoindre cette question-là sur finalement concrètement comment vous intervenez. Ok, oui. Du coup, comment on intervient? Déjà, on va sur place. Alors, du coup, on intervient toujours par binôme, puisque du coup, en fait, on s'est aussi rendu compte qu'intervenir dans les centres d'hébergement d'urgence, souvent, c'est plus simple de parler à des pairs qui, voilà, moi, je ne vis pas en centre d'hébergement, donc c'est vrai que même si je peux avoir une qualité d'écoute, c'est pas tout à fait pareil non plus, et qu'il y a des personnes qui se sentent plus en confiance de parler directement à des pairs, qui comprennent la situation, qui peuvent parler peut-être plus facilement aussi des difficultés.
on intervient et on essaye de, voilà, par exemple, voilà, au SAMU social, ils se posent la question de mettre en place un CVS, puisque du coup, ils n'ont pas encore de CVS, mais ils ont des formes de participation qui existent dans leur centre. Et du coup, l'idée, c'est de voir avec eux, est-ce que, comment ces instances de participation fonctionnent, quelles sont les conditions à la participation, qui participe déjà à ces instances, et d'accompagner, du coup, si oui ou non, ils ont envie de se restructurer vers un CVS ou pas. Voilà, mais l'idée, c'est vraiment déjà d'intervenir et de rencontrer les personnes et de comprendre en fait qu'est-ce que la participation, voilà, de créer un espace pour comprendre à quoi répond à ce besoin de participation. Est-ce que du coup c'est une injonction à la participation, est-ce que c'est un besoin institutionnel ou est-ce que du coup ça part vraiment des besoins des personnes, et d'essayer de repenser ça à partir des besoins des personnes, et que du coup d'avoir un intérêt particulier à participer, c'est comme ça que du coup on va pouvoir s'investir dans un collectif et participer collectivement à trouver une réponse, ou en tout cas de transformer la situation. Donc voilà, à chaque fois, c'est qu'on part, on essaye de comprendre comment ça se passe et de pourquoi cette demande de participation, et de remettre au centre de ces dispositifs de participation justement les envies et les besoins des personnes, et voilà, vraiment d'interroger le sens de la participation, quoi. Avant de pouvoir répondre à quelque chose d'injonctif ou en tout cas d'institutionnel. Tous ces éléments, ça constitue déjà des premiers éléments de réponse sur les conditions. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez, avant qu'on transmette éventuellement la parole, que vous voulez nous dire sur vous, du coup, de par votre expérience, des petits éléments ou des plus gros sur les conditions de mise en œuvre de cette participation dans un établissement qui vous viennent comme ça à l'esprit pour un peu contribuer à la réflexion sur cet atelier, notamment au questionnement que pourraient avoir les participants sur un peu… alors, vous avez évoqué certains éléments éthiques, mais est-ce qu'il y en a d'autres que vous voulez évoquer? C'est vrai que du coup, on a partagé peut-être plusieurs points de vue, qui est une écoute réelle des besoins des personnes, et vraiment partir de ça, je pense que c'est vraiment super essentiel. Les sujets de la participation, ils ne se décrètent pas, ils sont là, ils partent des personnes, et les personnes s'investiront si elles y trouvent un intérêt particulier à améliorer leurs conditions de vie. Sinon, finalement, la participation, elle est peut-être un peu plus bancale. C'est vrai que la convivialité, là, on s'est rendu compte que malgré du coup les conditions sanitaires assez difficiles, nous, on nous a toujours beaucoup demandé d'intervenir, et que du coup, il n'y a pas vraiment eu d'interruption dans ça, et que du coup, il y avait vraiment ce besoin de lien social, de ne pas se sentir seul, de ne pas se sentir isolé, d'être, voilà, vraiment de continuer à avoir ce besoin d'être ensemble et de faire ensemble. Ça, je crois que c'était des trucs qui étaient, même en temps de Covid, qui sont ressortis encore beaucoup plus fortement. Ouais, et d'avoir vraiment des espaces aussi de participation qui sont ouverts et non jugeants, et que du coup, pour X raisons, et d'un atelier à un autre, ce ne sera pas les mêmes personnes qui participent, et c'est OK. La participation, c'est aussi le droit à la non-participation, et ça, je pense que c'est aussi important de prendre en compte ça. Voilà, je pense que du coup, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait… Peut-être, Farid, vous avez quelques choses, des éléments qui vous viennent aussi sur ce qui fait qu'une démarche participative, qu'un temps collectif qui se veut participatif fonctionne d'une manière satisfaisante? Oui, bien sûr. Bien sûr. On en a très envie, et puis on est là pour participer à tout, en fait, pour améliorer, non seulement pour nous, mais pour que ça marche à l'avenir aussi, pour que tout le monde y trouve son compte. Et je pense, ouais, si je peux juste rajouter quelque chose, c'est vrai que ce qu'on voit aussi souvent dans les centres d'hébergement, quand on intervient, c'est aussi la peur de participer. Et ça, c'est un truc qui revient hyper souvent, la peur de prendre la parole, la peur d'être jugé, la peur de ne pas se sentir légitime aussi. Et ça, c'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte dans les espaces de participation. C'est des choses super importantes à travailler, puisque sinon, la participation, elle devient instrumentalisée et elle n'est plus au service des personnes. Et voilà, de comment on fait aussi pour travailler cette peur de participer, cette peur de prendre la parole. Et là, peut-être du coup, sur ton CVS, tu peux donner l'exemple que ils sont en train de renouveler du coup les membres du CVS, et personne ne veut se présenter, typiquement. Personne ne veut se représenter, dont moi. Personnellement, je n'ai pas envie de me représenter, parce que je me dis que ça ne sert à rien. Voilà, je me dis que ça ne sert à rien.
parce qu'on n'est pas écouté, on n'a pas les informations, on n'a aucune communication avec notre direction. Et donc, par rapport à ça, comment les choses peuvent évoluer, comment les choses peuvent changer, comment on peut arriver, nous, à nous émanciper par rapport à l'éducation populaire dont vous venez de parler. Donc, il y a tous ces comment, pourquoi, quand, et voilà, à n'en plus finir. Eh bien, peut-être, merci beaucoup à vous deux. On va passer à l'intervention suivante qui aura peut-être certains éléments à ajouter, d'autant que, si j'ai bien compris, au sein du CHU Moussaïa, vous partiez d'une situation, en tout cas de participation, qui pour vous aussi n'était pas tout à fait satisfaisante et que vous avez travaillé à corriger et à améliorer pendant un processus qu'on va essayer de retracer peut-être un petit peu avec vous là sur votre intervention. Donc, vous avez mené un projet finalement un peu autour de l'idée de redynamiser la participation au CHU Moussaïa. Peut-être nous redire un petit peu rapidement comment vous en étiez arrivé à ce besoin-là, qu'est-ce qui vous avait fait enclencher ce projet-là? Ok, donc bonjour tout le monde, moi c'est Rachel Cohen, je suis chef de service du centre d'hébergement Moussaïa. Alors j'annonce tout de suite la couleur, on n'a pas trouvé de solution miracle qui fait que la participation au CHU Moussaïa se passe hyper bien. Et voilà, on est sur les prémices d'un changement et d'une transformation qu'on essaye de mettre en place. En tout cas, effectivement, moi quand je suis arrivée il y a quelques années, le CVS était sur sa fin, avec des constats assez similaires à ce que vous disiez juste avant. Alors notamment de la part des élus qui souhaitaient plus représenter, qui avaient l'impression que ça servait à rien, en tout cas qui disaient que pour eux ça servait à rien. Notamment, alors eux ils évoquaient pas tant l'absence de la direction que le fait que de toute façon, à chaque fois qu'ils proposaient et qu'ils demandaient quelque chose, on leur opposait un peu des fins de non-recevoir, en général pour des questions financières, et que du coup ils avaient l'impression que quoi qu'ils proposent, il y avait toujours des bonnes raisons que ce soit pas possible de le mettre en place, ou que ce soit possible plus tard, et qu'il y ait pas de résultat visible et satisfaisant pour eux. Ça, c'était de la part des élus, donc plutôt élus résidents. De la part des salariés qui participaient au CVS, il y avait un peu une frustration sur les sujets qui étaient abordés, sur lesquels les salariés eux-mêmes souvent n'avaient pas de pouvoir, et du coup avaient l'impression de tourner un peu en rond sur des sujets très de taille des espaces, de qualité de la nourriture, et de choses sur lesquelles eux-mêmes n'avaient pas de pouvoir. Certaines difficultés aussi autour d'élus pour qui c'était compliqué d'être représentatif en fait des autres personnes du centre. Vous parlez ici de la question d'être tout à l'heure vous évoquiez la question d'être un groupe de pairs, et en fait dans un centre d'hébergement il n'y a pas une évidence que les 120 résidents sont un groupe de pairs. Et certains se sentent appartenir peut-être parfois, ou en tout cas ont des difficultés communes qui font qu'ils s'identifient peut-être aux problématiques un peu les uns des autres et qu'ils vont avoir des revendications communes. D'autres, par contre, n'ont pas du tout envie d'être identifiés aux autres résidents. Il pouvait y avoir aussi la difficulté de certains résidents qui venaient au CVS avec une envie de résoudre aussi leurs difficultés personnelles, ce qui est plutôt légitime. En vrai, c'est un espace de parole avec la direction et des salariés. C'est aussi un espace dont on peut se saisir s'il en manque d'autres pour faire avancer sa situation personnelle. Et une sorte d'insatisfaction aussi sur sur la représentativité, et sur notamment les personnes qui vont être parmi les résidents d'un centre d'hébergement d'urgence, les exclus des résidents des centres d'hébergement d'urgence, et ne pas du tout savoir comment aller chercher leur parole à eux, et s'il fallait de fait aller la chercher, parce que vous avez aussi posé la question de cette injonction à la participation. Il y a à la fois une injonction de la loi, aussi une envie parfois qui n'est pas juste c'est-à-dire un sentiment que les salariés ou que la direction peuvent avoir que ça a du sens, mais de ne pas savoir comment faire, mais de dire qu'il faut quand même le mettre en place parce qu'on pressent qu'il y a une utilité derrière et qu'il y a un vrai intérêt derrière, mais que ça ne va jamais vraiment dans ce sens-là, en fait, et qu'une fois qu'on arrive sur ces instances de participation, on ne sait pas trop à quoi on participe, et surtout quelle est la marge de manœuvre en fait, du CVS, parce qu'effectivement, un CVS, il faut que en tout cas une instance de participation, il faut qu'elle puisse avoir aussi une marge de pouvoir, et pas
et pas juste déjà, même si c'est que de la consultation, pourquoi pas, ça peut avoir un intérêt, mais c'est quand même limité. Puis parfois, c'est même pas de la consultation, c'est juste une affiche. On fait de la participation. Donc nous, on s'est dit qu'on allait arrêter le CVS et qu'on allait essayer de réfléchir à autre chose. Et en fait, en attendant de trouver autre chose, on a continué à faire des réunions, mais cette fois ouvertes à tous, sans question d'élection et de représentants des résidents. Et ce qui nous a plutôt poussé à vouloir creuser, c'est que ces réunions-là, en fait, elles font, en termes de participation au sens nombre de personnes présentes, ça fonctionnait très bien. Quand on proposait des espaces collectifs pour rencontrer la direction et échanger, les gens venaient, c'était près de la moitié du centre parfois qui était présente. Du coup, on s'est dit, bon, ok, il y a quelque chose, il y a une envie quand même d'être là et d'être dans l'échange. Ça restait pas satisfaisant parce qu'en fait, on était dans des modes de réunion que nous, on connaît, qu'on sait mettre en place et qui restaient en fait très descendants. Donc, on arrivait avec plein d'informations à transmettre, il y avait quelques questions, la direction répondait. Ça avait le mérite d'exister et de faire perdurer cet espace d'échange pour pas se dire bon, on met de côté, tant pis, la participation ça marche pas. Voilà, ça restait pas tout à fait satisfaisant. Et du coup, on a réfléchi à un peu d'autres, à ce qui pourrait exister d'autre. Et en fait, ça s'est fait en parallèle. Ouais. Pardon, Adrien. Non, mais c'était pour reposer la question de ce que vous avez fait justement pour répondre à ces difficultés initiales. Et une fois que vous aviez mis en place cette autre forme-là, vous avez développé une approche un peu autour de l'idée d'intelligence collective. Comment ça s'est matérialisé? Qu'est-ce que ça a produit pour vous, pour les personnes? En fait, ça n'a pas commencé directement avec les résidents. C'est d'abord une approche qui a commencé avec l'équipe salariée, en fait. Et l'envie de développer l'intelligence collective, alors au sens un peu large, ça veut sans doute vouloir dire beaucoup de choses, l'intelligence collective, mais là, c'était dans l'idée de rien que dans nos modes de réunion avec l'équipe et d'échange avec l'équipe, d'essayer d'être le moins descendant possible et de sortir un peu d'un système qui pouvait exister avec une attente que le chef est la solution, que la psy est la solution, que le travailleur social est la solution, et d'essayer d'arriver à avoir des méthodologies un peu de travail collectif pour faire émerger quelque chose du groupe et une intelligence du groupe et des solutions qui n'auraient pas existé si les différentes personnes dans le groupe n'étaient pas présentes à ce moment-là. Donc c'est un peu l'intelligence collective dans ce sens-là. C'est aussi dans le sens de prendre l'intelligence au sens large et du coup de sortir de juste quelque chose de très intellectuel, on va tout le temps dans le débat, dans l'échange verbal, et de faire de la place aussi à l'intelligence émotionnelle, à l'intelligence sensorielle, et à déjà, dans le travail d'équipe, pouvoir laisser cette place-là. Et parfois, dans le travail social, en tout cas dans l'expérience que moi j'en ai, c'est mis à distance beaucoup ces questions-là de l'émotion, de la sensibilité, de la sensorialité, parce qu'on parle de juste distance et qu'on essaye beaucoup parfois de mettre à distance, et que ça nous prive en fait de toute une partie de notre intelligence et de l'intelligence du groupe et de la capacité à faire ensemble et à vivre ensemble en fait. Parce que si on reste que dans des schémas très classiques d'échanges tels qu'on a l'habitude de les avoir, en fait, c'est toujours les mêmes comptes pouvoir et dans ces types de réunions-là, la chef de service va être plus à l'aise que la psychologue, qui va être plus à l'aise que les travailleurs sociaux, qui va être plus à l'aise. Enfin, il y a un truc comme ça très descendant. Donc déjà, dans l'équipe, on a commencé à transformer notre mode de travail ensemble, de faire plus de jeux, de prendre un peu moins au sérieux, de faire des réunions avec des outils un peu différents qui sont des outils de l'éducation populaire, d'autres appellent ça l'intelligence collective, mais enfin, en gros, c'est un peu des outils qui permettent d'autres formes d'interaction avec les gens, d'autres formes de répartition de la parole, d'autres formes de prise de décision. Et alors déjà, ça, de le faire rien qu'avec l'équipe, ça a pris peut-être 1 an à installer, mais le fait que l'équipe soit partante de ça et que pour eux, ça se passe comme ça, et ben, ça a donné envie de se dire, OK, comment on peut faire ça aussi avec les personnes qu'on accompagne, et de faire en sorte que l'équipe soit partie prenante de cette démarche-là et voit du sens aussi pour eux et que ça leur parle. Et en fait, pour ça, du coup, on a fait appel à la Maison de l'intelligence collective, parce qu'on s'est dit qu'on avait besoin pour pouvoir l'amener auprès des résidents, qu'on avait besoin de gens qui sachent un peu faire, qui connaissent un peu ces méthodes-là. Moi, je m'y suis formée pour accompagner l'équipe, mais je sentais que c'était pas suffisant vu
vu l'ampleur de ce qu'on ne savait pas trop faire dans enfin, voilà, avec les personnes qu'on accompagne. Et du coup, avec les membres des maisons d'intelligence collective, on leur a demandé, en fait, dans un premier temps, de nous aider à travailler avec les résidents des questions autour des aspects du règlement de fonctionnement qui avaient besoin d'évoluer, qui avaient émergé dans les réunions collectives avec les résidents. On nous avait dit, je ne sais pas moi, le droit d'avoir des visites, il faut que ça change, le fonctionnement des machines à laver, il faut que ça change, la distribution des kits d'hygiène, il faut que ça change. Donc on a commencé par ces sujets-là, en se disant que c'était pas qu'on aimerait bien que ça puisse aller plus loin, enfin des choses un peu plus globales de fonctionnement, voire de gouvernance, mais qu'on allait déjà commencer par ce qu'on savait un peu faire. Et là, on se disait, OK, là-dessus, c'est sûr qu'on peut, que c'est pas à nous de tout décider et qu'on pense avoir une marge de pouvoir qu'on est prêt à laisser. Et en fait, ça se construit un peu comme ça avec la maison de l'intelligence collective. Ils accompagnent autant les réunions avec les résidents avec des outils très pratico-pratiques, mais qui semblent tout bêtes une fois qu'on les voit faire, mais qui, en fait, si on n'y pense pas, on ne le fait pas. Et juste de faire tourner la parole, en fait. Et à chacune de ces réunions qu'on fait avec eux, il y a beaucoup plus de résidents qui parlent que quand c'est moi qui anime une réunion, parce qu'ils sont des gens neutres qui viennent et qui animent ces temps-là, parce qu'ils proposent d'autres types de temps et voilà, du coup, ils accompagnent autant ça que aussi d'accompagner l'équipe petit à petit à développer les sujets sur lesquels ils sont prêts à lâcher aussi. Et enfin, c'est l'équipe et la direction, ils sont tous dans le même. Mais parce qu'en vrai, il y a un vrai enjeu de pouvoir et de lâcher en fait du pouvoir, parce que tant qu'on n'est pas prêt à ça, ça reste limité. Et du coup, il y a des questions qui viennent auxquelles on répondra un petit peu après sur la question des méthodes et des outils, mais on note, je pense en particulier dans ce que vous avez mis en œuvre, c'est cette idée de travailler dès le niveau justement de cette répartition des pouvoirs sur ce qu'on pourra mettre réellement en commun dans la décision pour pour développer ces espaces-là. Il faut être aussi assez clair sur ce qu'on peut leur permettre d'échanger. Et je pense que c'est déjà un élément d'enseignement assez important. Et donc justement, vous, peut-être que ça répondra un peu à la question des outils, des méthodes, mais quels enseignements vous retirez de cette démarche-là sur peut-être ce qui fonctionne moins, ce qui met plus de temps à faire, ce qui vous a profondément remis en question et éventuellement mis en difficulté. Donc peut-être là aussi nous répondre un peu vite parce que le temps passe, mais si vous avez quelques éléments à partager aussi sur ces points, ce serait intéressant. Alors, ce qui a été un vrai facteur, indépendamment des questions d'intelligence collective ou de décision, c'est qu'on a changé de mode d'accueil. Avant, on était sur un centre d'hébergement d'urgence très délabré, très collectif, et on est passé sur un centre d'hébergement en accueil en studio individuel avec des cuisines et des salles de bain. Et mine de rien, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de l'urgence sociale qui est compliquée parce que parfois la précarité est telle que c'est compliqué de penser collectif ou même d'avoir envie d'agir pour le collectif quand le collectif il est insupportable à vivre. Et en fait, de proposer des conditions d'accueil décentes, ça change radicalement la possibilité de travailler avec les gens, Donc ça a tout changé. Il y a clairement le fait de prendre le temps pour que l'équipe adhère et de ne pas imposer ça de l'extérieur en disant j'ai trouvé un truc qui marche bien, c'est l'intelligence collective ou l'éducation populaire, voilà, on va faire ça. Parce qu'en fait, c'est l'équipe, et l'équipe, c'est tout le monde, des veilleurs de nuit, travailleurs sociaux, agents d'accueil, agents d'entretien qui portent ça. Donc, c'est important de prendre ce temps-là. Et du coup, de se poser aussi ces mêmes questions-là avec comment on fonctionne en équipe et quelle marge de pouvoir on laisse aussi à ces équipes dans le travail. Parce que pour moi, ça commence là. Le fait d'avoir un intervenant extérieur, du coup, pour nous, c'est très aidant. Pour nous, c'est très aidant. Ça pose nécessairement la question du budget et de soit le budget pour avoir un intervenant extérieur, soit le budget pour former des gens en interne pour avoir cette compétence-là d'animation. Et voilà. Et après, ce qu'on n'a pas réglé, mais c'est ce que tu évoquais sur le fait de vraiment se poser la question de ce qu'on est prêt à, de là où on est prêt à vraiment travailler ensemble et prendre des décisions ensemble. On n'en est pas encore, on n'est pas au clair encore là-dessus.
Eh ben, c'est intéressant de pouvoir aussi un peu appréhender une démarche en cours d'élaboration et puis de voir un peu qu'est-ce que ça vient interroger. Et, je pense que le fait que on ne peut pas accompagner que l'instance elle-même, mais qu'il y a aussi accompagner les professionnels dans leur diversité et faire en sorte que enfin, c'est un peu ce que peut-être que Nicolas qui prendra la parole après complétera là-dessus, mais je sais que c'est quelque chose qu'il aime bien aussi mettre en avant, le fait qu'on peut faire de la participation des personnes concernées, qu'à partir du moment où il y a quand même un certain niveau de participation des professionnels eux-mêmes sur les fonctionnements qui les concernent. Eh ben, merci beaucoup, Rachel. Il y a certaines questions qui sont un peu arrivées qui essaieraient de comprendre un peu concrète finalement comment un atelier d'intelligence collective, peut-être ça peut se dérouler. On posera la question un peu après. On va finir un peu ce tour-là avant d'aller sur les questions qu'on vous réattribuera en continuant avec la plateforme de soutien à la participation qui est portée par le groupement des possibles, qui est un regroupement d'associations qui regroupe notamment l'Oiseau Bleu ou le Relais aux Adames. Avec Nicolas Gaillard, vous êtes deux, si j'ai bien compris, à faire vivre cette plateforme de soutien à la participation sur un département. Voilà, parce que vous pouvez peut-être commencer par nous dire un peu qu'est-ce que c'est que cette plateforme et auprès de qui elle intervient. Alors, c'est une plateforme, effectivement, qui est au niveau de l'Isère. C'est une plateforme qui a 2-3 ans maintenant, qui est portée par le groupement, comme tu l'as dit, et qui est financée essentiellement depuis cette année par la métropole de Grenoble, et qui était soutenue par la FAP, la Fondation Abbé Pierre, à sa création. L'idée, c'était de monter une dynamique de promotion de la participation à l'échelle d'un département sur l'ensemble des structures du travail social de façon très générale. L'idée, elle sort de là. La promotion qui passait à la fois par soutenir des initiatives de personnes concernées et en même temps de promouvoir, accompagner dans les structures la mise en place déjà du cadre légal, voire plus si c'était possible. Du coup, c'est un peu les missions qu'on a. Effectivement, on est deux. Je travaille avec Nicolas Lepers, qui est un travailleur pair aussi. On est sur les accueils de jour. Lui, il travaille plus particulièrement sur les accueils de jour. C'est vraiment dans une démarche d'aller vers et d'essayer justement d'organiser un petit peu des groupes par rapport aux problématiques qu'ils rencontrent, sur une méthodologie assez proche de ce qu'on peut voir dans l'Alliance citoyenne, ou un peu ces démarches-là de community organizing, c'est-à-dire vraiment d'aller vers, faire susciter un petit peu aussi des problématiques pour pouvoir les traiter après collectivement, et en faire quelque chose aussi au niveau des instances qui sont repérées comme problématiques. Et puis une autre partie qui est plus justement promouvoir en interne et d'accompagner en interne, c'est-à-dire des structures, la mise en place des CBS, essayer de trouver des moyens que ça puisse se faire de façon satisfaisante, et organiser la participation des personnes concernées dans les instances également des politiques publiques. Donc tout ce qui concerne, c'est surtout beaucoup lié au logement et au fonctionnement métropolitain, mais voilà, sur les conférences intercommunales du logement, par exemple, les plans d'action d'accès au logement, les dispositifs de logement d'abord, c'est-à-dire toutes les instances qui ont aussi par obligation une nécessité de faire, mais qui ne savent pas trop bien faire, quoi. Du coup, on se joue un peu en interface pour qu'on puisse organiser ça de façon correcte. Et on intervient aussi sur toutes les grandes questions de comment on accompagne aussi un CA associatif, notamment au niveau de la face, sur des questions qui se posent aussi au niveau de la face, comment on fait en fait sur la forme pour que ça puisse se faire correctement, quoi. Et on est obligé du coup de questionner le fond en premier. L'idée, c'est d'expérimenter des choses. Moi, je considère ça un peu comme un labo de participation, c'est-à-dire qu'on essaye de constituer un groupe, nous, de personnes ressources, des personnes concernées ressources, qui participent à différentes, soit instances, soit groupes de personnes concernées, pour essayer d'élaborer quelque chose d'un peu plus formalisé sur la participation, c'est-à-dire comment on fait, mais qu'est-ce qu'on y défend, comment on se défend, que ce ne soit pas que lié au caractère propre des gens qui participent, mais aussi quelque chose d'un peu plus collectif, qui se dit, voilà, pour les bonnes conditions pour que les personnes participent seraient celles-là, quoi. Alors moi, je viens du travail social, parce que j'étais éducateur spécialisé, et je suis parti justement à un moment du côté de l'éducation populaire, et j'en ai retiré justement des choses assez intéressantes, moi que je pense vraiment éclairantes dans le travail social, et qui sont
pour l'instant un peu mis de côté. Moi, je trouve vraiment particulièrement pertinent un apport aussi d'une des grilles de lecture, c'est-à-dire que l'éducation populaire va amener à la fois sur le fond une ambition au travail social, c'est-à-dire vraiment formaliser quelle est l'ambition qu'on peut viser quand on est travailleur social, dans des structures de travail social, et à la fois sur la forme, c'est-à-dire comment on fait après, quoi. Effectivement, les questions ne sont pas anodines non plus. On demande beaucoup de comment on fait, parce que je pense tout simplement, même quand on est convaincu que les gens ont à participer, ben, on ne sait pas faire. Du coup, c'est, à mon avis, le gros problème de la loi de 2002, c'est-à-dire que la loi de 2002 a dit maintenant c'est obligatoire, et je pense que à la réponse de oui, mais comment on fait, ben, il n'y avait pas de réponse. C'est-à-dire comment on fait, ben, on ne sait pas. On refait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire des élections, de la représentativité, des trucs très lourds, c'est un peu ce que disait Rachel, on reproduit ce qu'on connaît. Donc, comme c'est quelque chose de descendant, on refait des réunions avec des choses qui sont plutôt basées sur le concept qu'est-ce que je pense d'eux plutôt que qu'est-ce que je vis d'eux. Et ça a été un des trucs compliqués. Donc, ça, c'est les méthodes. Mais sur l'ambition un peu générale, la grille de lecture de l'éducation populaire, moi, je la trouve vraiment très intéressante parce qu'en fait, elle dit simplement rien d'autre que l'éducation populaire et l'exercice de la démocratie. Donc, si on est dans une structure qui se veut démocratique, ben, du coup, il faut mettre en place un fonctionnement qui est le plus possible démocratique et qui en reprenant un peu ce qui était dit tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup les missions convergentes de l'éducation populaire, c'est-à-dire que l'éducation populaire, à la différence du travail social, pose des choses, formalise des choses. Il dit par exemple, c'est Christian Morel, c'est un pédagogue qui a parlé de ça, qui dit toujours que les missions convergentes de l'éducation populaire, elles sont hiérarchisées, c'est-à-dire que ça commence par la conscientisation, c'est-à-dire faire prendre conscience des gens ou prendre conscience soi-même dans quel monde on vit, quels sont les mécanismes sociaux et comment on les a plus ou moins, ils nous percutent plus ou moins, ils nous renvoient aussi à des endroits, ils nous placent à des endroits aussi socialement, donc prendre conscience un peu de tout ça. Pour pouvoir s'émanciper de ces mécanismes sociaux, on l'a dit depuis tout à l'heure, pour ça, il faut développer son pouvoir d'agir sur l'environnement qui nous est proche et dans une vision de transformation sociale. C'est vraiment comme ça que s'imagine l'éducation populaire, se perçoit l'éducation populaire dans une chose qui est vraiment un processus démocratique qui va de la conscientisation, l'émancipation, développer son pouvoir d'agir pour transformer la société. Donc ça donne une épaisseur assez importante aussi dans ce que peut être l'ambition d'un travail social qui se veut démocratique au travers d'une démarche d'éducation populaire. Mais elle pose une question fondamentale, c'est que si c'est démocratique, à ce moment-là, il faut que les pouvoirs sont partagés. C'est ce que disait Rachel. Un des premiers trucs, c'est si je veux faire participer les gens, il va falloir que je lâche un peu du pouvoir. Et du coup, elle questionne la posture même du travailleur social, c'est-à-dire que elle introduit une notion de politique déjà. Ça veut dire que finalement, faire de l'éducation populaire et l'appliquer dans un milieu de social, c'est-à-dire qu'on questionne la chose politique, donc on fait de la politique au sens premier du terme, c'est-à-dire l'organisation un peu concrète de la cité, c'est des gens qui composent ces choses-là, et donc elle vient briser un certain nombre de postures culturellement mis en place depuis longtemps dans le travail social, c'est-à-dire Rachel a parlé de la neutralité par exemple. L'éducation populaire, si on accepte le fait qu'elle veut transformer la société au travers de conscientisation et d'émancipation des personnes, elle ne peut pas être neutre du coup. Donc ça veut dire elle force un peu à être, en tout cas elle questionne le travail social, à être du côté des personnes concernées, et donc, en tant qu'alliée, et donc elle va, vous voyez, émanciper et rendre autonome, ça n'a pas du tout la même teneur politique. Du coup, on parle beaucoup d'autonomie, on a parlé beaucoup d'autonomie dans le travail social. Le terme émancipation a une couleur beaucoup plus importante et du coup force une posture différente et nous oblige en tant que travailleur social à sortir de l'idée que la participation est quelque chose qui est un peu du même ordre que
sans être péjoratif du tout, mais du même ordre que l'accès à la culture, l'accès aux loisirs. C'est très important, ça. Vraiment, c'est des choses qui sont fondamentales. Mais moi, il me semble que le travail social, en fait, part de la participation des personnes. C'est ce que dit l'éducation populaire, en fait. C'est ce qu'elle apprend. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une question qui est périphérique à un accompagnement socio-éducatif, c'est une question qui est centrale. C'est-à-dire quelle est la place de cette personne en tant que personne qui a une voix au chapitre dans son accompagnement. Donc voilà, moi je pense que ça donne vraiment ça donne du sens en fait. Je trouve que les grilles sur le fond donnent du sens sur comment on pourrait réfléchir autrement la participation. Alors déjà, on se pose la question de qu'est-ce qu'on veut apprendre du public. Simplement, moi quand je suis avec des équipes professionnelles qui veulent faire participer des gens par obligation ou non, il y a beaucoup de gens qui sont très très motivés pour le faire. Mais la première question à se poser, c'est qu'est-ce que vous voulez apprendre de votre public ? C'est-à-dire, si on n'a rien à apprendre du public, on va faire une participation qui va être un peu légère, quoi, et pas très, très intéressante, quoi. Donc, ça, pour élargir un peu ces perspectives, il faut avoir besoin aussi des gens. C'est-à-dire que c'est ce que disait en creux Rachel, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt à ce que les gens participent, pas que dans un fonctionnement très formel d'une structure, mais aussi d'un point de vue juste simplement démocratique, de partager des expériences différentes et de faire naître aussi ce que disait Germain, c'est-à-dire la notion politique qui se cache derrière le conflit et les contradictions d'intérêts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye de pas trop avoir de contradictions d'intérêts ou de conflits, alors que le moteur de la démocratie, il est plutôt inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous met en contradiction avec les gens et comment on peut le traiter pour justement dépasser ces questions-là. Ça, c'est la deuxième partie d'apport de l'éducation populaire, c'est, bon, on est convaincu, ça a de l'intérêt pour les gens. Il y a beaucoup de rapports qui montrent aussi l'intérêt, ne serait-ce que de participer à une instance, sur l'estime de soi, sur la façon aussi dont on regagne du pouvoir d'agir, parce qu'il y a une des missions de l'éducation populaire. C'est-à-dire que c'est pas anodin, quoi. C'est pas qu'une consultation des personnes et un petit point de vue, c'est aussi un investissement dans un processus démocratique. Quand on est convaincu de ça, si on peut l'être, il faut savoir faire maintenant un peu ce genre de choses. Et effectivement, quand on ne sait pas faire, on reproduit ce qui ne marche pas. Et je vois, c'est souvent les questions qu'on a aussi quand on accompagne des gens, c'est-à-dire comment on fait concrètement. Par contre, on commence à 9h, je commence par quoi, à 9h30, etc. Et je pense que c'est compliqué de répondre à une question comme ça très vite. C'est aussi pour ça qu'on va beaucoup sur des outillages. Et moi, je préfère la notion de méthode que d'outillage. C'est-à-dire que les outils, ça peut être un World Café, un débat mouvant, peut-être des choses que vous avez déjà entendues, un brise-glace, tout ce que l'éducation populaire, elle regorge de ça parce qu'elle s'est construite là-dessus. C'est-à-dire comment faire pour que, ce que disait Rachel, on puisse nourrir le débat collectif mais que tout le monde puisse le faire. Donc, du coup, c'est du travail, en fait, depuis quasiment 200 ans, d'élaboration de petits moyens comme ça pour essayer de le faire, quoi. La méthode, donc ça, c'est l'outillage. La méthode, c'est plutôt c'est quoi les grands principes qu'il y a là-dedans. Les grands principes, ils sont nombreux, mais ce que je trouve très, très intéressant, c'est par exemple de se dire tout ce que spontanément je reproduis du fonctionnement classique de réunion n'a pas marché jusqu'à présent, donc peu de chances que ça remarche, en fait. Vous voyez. Donc, quand on dit on va faire un débat, on va débattre de quelque chose, si on reste sur juste cette idée-là, ça marchera. Il y a peu de chances que ça marche. Ça marche pour des gens comme nous qui savons investir un débat, mais moins pour des gens qui n'ont pas l'habitude, quoi. Et il se trouve qu'on s'adresse à des gens comme ça. Bon. Ça veut dire qu'il faut travailler. Il faut travailler la forme. Et cette forme, c'est concevoir des consignes qui permettent de faciliter cette élaboration, pas que sur la prise de parole, cette élaboration aussi collective qu'on a et qu'on a très peu aussi. Je ne sais pas péjoratif quand je dis ça parce que en tant que travailleur social, j'ai fait suffisamment de réunions d'équipe pour savoir que nous-mêmes, en tant que participants comme tout le monde, avons un peu du mal justement à savoir quand c'est qu'on prend une décision. Est-ce que quand je parle de mon vécu, je parle d'une idée, je parle d'un concept, et qu'en fait ça se formalise. Donc nous, on plébiscite le fait de réfléchir sur les consignes et d'aller chercher du vécu pour donner de la légitimité aux personnes. C'est ce que disait Rachel, il me semble. C'est-à-dire dire, votre avis nous intéresse parce que
et de répondre à cette question-là et d'aller chercher un peu cette chose-là, un peu des formes de questionnaires conscientisants. Un exemple, je vous donne un exemple. Commencer un CVS en disant quel objet à l'ordre du jour et qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez à dire sur le fonctionnement de la structure dans ce cadre, marchera un peu moins que si on demande aux gens, si on fait ne serait-ce qu'un tour de table en disant est-ce qu'on peut se raconter dans le dernier mois un moment vraiment chouette qui s'est passé au centre d'hébergement et un moment vraiment moins chouette que vous avez trouvé particulièrement pénible. Juste de faire ça, en fait, ça permet de mettre n'importe quel participant dans une espèce de rail de participation où on voit, tout le monde va dire la même chose et on va chercher, plutôt qu'aller chercher du concept et du savoir, on va déhiérarchiser ça, en fait. On va se dire, on va aller chercher du vécu. Et ce vécu, collectivement, on va le transformer en concept après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a récolté un petit peu toutes les choses qui ont été moins chètes, on va essayer de les mettre en problème. On va se dire, bon, alors, qu'est-ce qu'elles posent comme problème au niveau du fonctionnement, ces anecdotes-là, quoi. Mais à force de privilégier le concept, on a oublié que le vécu, en fait, était une bonne porte d'entrée de n'importe quelle participation. Alors après, il y a un peu des leviers et des contraintes aussi importantes. Je vous en ai beaucoup parlé, hein, je ne vais pas faire de la redite, mais effectivement, si ma participation ne change rien, il y a assez peu de chances que je participe, mais je parle pour moi en général, hein, tout le monde fait pareil, hein, je ne participe qu'aux choses où j'ai un intérêt et je sens que ma participation a un intérêt aussi. Si on ne peut influencer en rien, il y a de grandes chances qu'elle reste ça soit instrumentalisé. Ça sera que de la consultation, ce qui est plutôt pas mal. Mais ça, on est noyé dans la consultation tous les jours. Dès que vous faites votre portable, vous envoie tout le temps qu'est-ce que vous avez pensé de cette réunion Zoom, qu'est-ce que vous avez pensé de votre appel WhatsApp, etc., etc. Donc en fait, c'est que de la consultation. L'idée, c'est d'en faire un endroit politique, c'est-à-dire qu'est-ce que je ressens moi de mon vécu dans cette structure ou dans l'univers, dans l'environnement dans lequel je suis. Je pense aux accueils de jour, par exemple, et comment je peux le mettre en problème, c'est-à-dire comment je peux problématiser ça. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait de comprendre que je ne suis pas le seul ou la seule à vivre ces choses, mais qu'il y a quelque chose aussi qui est collectif, et comment collectivement je peux apporter des réponses à ce genre de choses. Prendre l'habitude d'analyser les choses et de ne pas être que sur le témoignage, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, nous, dans une sorte de posture un peu des personnes concernées quand elles sont dans les instances, c'est qu'on ne vienne pas les chercher que pour un témoignage, mais aussi pour un point de vue différent dans l'analyse des problématiques. Et ça force forcément à changer nos propres façons de fonctionner. Quand on bosse, nous, avec des CA associatifs qui veulent associer des collèges de personnes concernées, à chaque fois qu'on leur dit, voilà, par exemple, ce qui est compliqué, c'est ça, il va falloir travailler là-dessus. Je pense par exemple aux sigles, vous voyez, très ésotériques dans le travail social. Tous les administrateurs nous disent « Ah, mais moi, c'était pareil quand je suis arrivé au début. » Oui, en fait, la question de la participation n'est pas spécifique au public. Si c'est un processus démocratique, elle est pareille partout. Donc, ce n'est pas pour les personnes concernées que vous avez à modifier votre fonctionnement. Vous avez à modifier votre fonctionnement pour que ça devienne un espace démocratique, quoi. Je crois que c'est ce que j'ai entendu de l'idée de Rachel, hein, de se dire comment on peut s'appliquer d'abord ces méthodes-là. Donc voilà, de façon très très formelle, hein, moi je parle des consignes, c'est-à-dire je suis à l'aise pour prendre la parole quand j'ai une bonne consigne, vous voyez, une question et ça me permet d'être légitime pour y répondre. Ça, et puis de se dire qu'il y a des phases différentes, qu'on a besoin d'avoir des phases où on parle d'un problème, puis après une phase où on a besoin de réfléchir, d'aller chercher un peu avant de décider sur des choses, quoi. Et généralement, dans la participation, mais ça c'est très général à la participation, hein, vraiment pas que dans le travail social, spécifiquement beaucoup dans le travail social, mais c'est qu'on mélange un peu ces phases à chaque fois. Une réunion d'équipe dans un CA associatif, c'est on parle, on débat, mais on ne sait jamais en fait quel registre on utilise. Et après, on nous demande de prendre une décision. Il y a plein de trucs sur lesquels moi je ne peux pas prendre une décision directement, j'en sais rien, j'ai besoin de temps. En fait, c'est pareil pour tout le monde. Voilà, c'est un peu… après, des ressources, il y a beaucoup de kits de participation, d'outils, de choses comme ça.
c'est vrai qu'ils vont jamais enfin, on n'a jamais un beau déroulé de CVS qui va bien, je vous l'accorde. Pour autant, ça donne vraiment les premières conditions, ce qui est plutôt pas mal, parce que ça veut dire aussi il faut pour bosser sur la forme, il faut d'abord bosser sur le fond et vraiment être convaincu à un moment donné que c'est central et pas simplement alternatif ou sympa. Vous voyez, voilà. La participation n'est pas sympa. La participation, c'est un processus démocratique. Si on veut qu'il soit démocratique, il faut travailler là-dessus, quoi. Et moi, mon expérience, c'est plutôt les équipes qui s'attrapent ça et qui s'attrapent ça pas. Peu importe si c'est par obligation, moi ça me va, hein, si c'est par obligation et que du coup, parce qu'après forcément on va se rendre compte que si on veut que ça soit un endroit que de concertation ou de consultation par exemple, ce ne sera pas la même chose que si c'est un endroit de décision. Et pourquoi? Et ça pose plein de questions, quoi. Merci beaucoup Nicolas. Je crois que ça ouvre beaucoup de pistes de réflexion et sur le lien à faire entre méthode et finalité aussi. Voilà, le temps s'est un peu passé. On va essayer de réattribuer les questions qui sont posées sur le fil à chacun d'entre vous, puis on sera assez vite à la fin de cet atelier. Je pense qu'on essaiera aussi de trouver des réponses plus d'approfondissement de ce qu'on venait de dire sur les autres ateliers qui auront lieu tout au long de la semaine. Mais on voit déjà qu'il y a quand même beaucoup de choses dans ce que vous avez chacun pu dire d'ailleurs, mais sur sur ta dernière intervention notamment, autour du fait que en fait, travailler un déroulé en fonction des finalités, c'est aussi vraiment travailler à la manière dont on met en avant le vécu des personnes et d'un côté, et sur aussi cette notion des différentes phases en fait, d'élaboration d'une décision ou d'un processus qui sont un peu à réfléchir et du coup, des fois, ne pas faire comme on peut le faire dans nos réunions traditionnelles, de mettre un petit peu tout ensemble, le constat, les perceptions, les solutions, les objectifs dans un même paquet, mais d'essayer de faire les choses un peu plus progressivement, ça peut être un élément assez soutenant. Sur la question des ressources, il y a un kit de l'ANSA, donc de l'Agence nationale des solidarités actives, qui est en cours de finalisation et sur lequel les fédérations régionales, notamment FAS, ont beaucoup contribué, donc sur lequel on communiquera dès qu'il sera sorti et disponible. Mais voilà, n'hésitez pas éventuellement, si vous avez quelques éléments, chacun des intervenants, à mettre des choses dans le chat. Il y a eu aussi plusieurs interventions pour vous demander de mettre vos coordonnées, notamment à vous côté Fondation Armée du Salut et plateforme, parce que les deux autres l'ont fait. Et puis, si ça vous va, on va passer un peu à une deuxième partie de questions qui venaient de la salle. N'hésitez pas à en rajouter, en tout cas, si vous voulez compléter. Très rapidement, pour tout ce qui est brise-glace, outils d'animation, vous allez en retrouver pas mal dans le kit de l'ANSA notamment, mais vous pouvez aussi en retrouver sur d'autres sources pour certaines sont sur le volet participation de la Fédération des acteurs de la solidarité. Et puis, je ne sais pas si Germain ou d'autres voulaient mettre éventuellement quelques ressources en plus dans le chat. Alors, sur une première question qui était posée par Robin, je crois, qui demandait, donc je crois que c'est une question plutôt au moment de l'intervention de la boîte sans projet, sur est-ce que, à des moments où la participation devient plus politique, de fait, est-ce que vous faites le relais éventuellement vers des associations qui portent des plaidoyers, qui vont pouvoir finalement proposer des formes presque de mobilisation en fait, des personnes à la suite des échanges que vous avez avec elles? Est-ce qu'il y a un lien aussi à un moment donné à faire entre des associations qui portent du plaidoyer, des associations qui portent de l'accompagnement social, et où est-ce que se situe éventuellement ce lien, voilà, est-ce qu'il est poreux ou pas, notamment? Est-ce que Germain, éventuellement, vous voudriez, côté boîte sans projet, dire un peu quelque chose là-dessus? Ouais, après, pour nous, c'est un peu plus compliqué dans le sens où c'est nous qui faisons aussi fonction de support de plaidoyer en général de ce qui peut ressortir. Par contre, effectivement, en fait, ça c'est quelque chose qui est assez important à souligner. C'est encore une fois, en fait, les structures qu'on peut représenter, avec lesquelles on travaille, en fait, n'ont pas le monopole de la bonne participation ou de je sais pas comment dire, en fait, de la capacité à magnétiser en fait tout ce qui relève un peu de la revendication ou quoi que ce soit. Donc, mais ça aussi, nous, en fait, on a
on a une habitude à la revendication, mais parce qu'on est, on est inscrit aussi dans, dans ce champ de l'organisation communautaire, de la méthode Alinsky, du fait d'avoir un syndicalisme de terrain, un peu, hein, comme on peut dire, etc. Voilà, on est d'une part pas les seuls, et on est forcément confrontés, liés en fait à énormément d'autres structures en fait qui ont par des contraintes institutionnelles en fait n'ont pas forcément les moyens de le faire en fait, c'est tout à fait compréhensible. Par ailleurs en fait, être en capacité de pouvoir on va dire mettre en danger sa structure, c'est pas forcément si évident que ça non plus. Et donc voilà en fait, c'est des liens en fait en général, nous on connaît les gens, on connaît à la fois les travailleurs et les travailleuses sociales, mais aussi les personnes qu'on accompagne en fait, qui passent de foyer en foyer, qui passent d'accueil en accueil, etc. En fait, il faut remonter des choses. Et en fait, après, nous, on a une tendance à essayer de mettre ensemble les gens en fait, soit à discuter, à penser la mobilisation de manière collective en fait, pour essayer de faire remonter à peu près ce qui arrive de partout, quoi. Voilà, je ne sais pas comment finir, mais c'est à peu près ça l'idée, quoi. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que ça peut être, si éventuellement c'est des sujets que vous voyez poindre sur d'autres sujets, ça peut être, vous pouvez les autres intervenants à compléter votre réponse éventuelle dans une autre question que je vous attribuerai. Je vois par exemple qu'il y a une question qui a été, enfin c'était un commentaire un peu sur cette question, urgence sociale et participation, dans quel sens on prend les choses ou pas. Il y avait un élément décrit par la boîte sans projet autour de l'idée de pour nous, c'est important que les difficultés de la personne soient d'une certaine manière prises en charge pour qu'on puisse avoir des conditions satisfaisantes de participation. J'ai compris que dans un des commentaires, ça avait été compris comme il faut attendre finalement que la situation d'une personne soit résolue pour faire de la participation. J'ai le sentiment assez rapidement que ce n'est pas tout à fait comme ça que vous vouliez, c'est pas tout à fait ce qu'il y avait derrière votre idée. Donc, je vous laisse éventuellement compléter assez rapidement pour qu'on puisse traiter aussi les autres questions. Ouais, non, effectivement, c'est un travail conjoint. En fait, ce que je veux dire, c'est que des fois, en fait, souvent, en fait, dans nos structures, comme on se spécialise, en fait, c'est tout un espace de division et de spécialisation de nos objets de travail, en fait, mais comme on se spécialise des fois sur des trucs, dans l'éducation populaire, on avait des fois une tendance à expliquer en fait que l'urgence sociale, sort en fait du cadre de l'éducation populaire, que nous on a un cadre plutôt théorique, conscientisant, d'accompagnement de la revendication, etc., quoi, et que c'est quelque chose qu'on met de côté, et en fait qu'on délègue. C'est presque en fait une espèce de sale boulot de l'animation en fait, hein, que de répondre à l'urgence sociale, et qu'on délègue au travail social en fait, pendant que nous on va faire le travail de plaidoyer, etc., quoi. Or non, c'est vraiment pas le cas. Je pense qu'il faut prendre les deux conjointement en fait, et travailler la question de l'urgence sociale. C'est aussi, pour revenir à ce que disait Nicolas et Rachel, etc. Enfin, ça permet aussi de travailler en fait les conditions qui permettent de comprendre cette question de pourquoi il y a cette situation d'urgence sociale qui se joue à un moment donné, quoi. Et donc en fait ça permet de travailler plein de choses en fait. En travaillant la question de l'urgence individuelle, on peut travailler des cadres un peu plus structurels de causes, et sur lesquels on va pouvoir agir, hein. Et qui peuvent permettre de travailler des espaces d'information de situation, en fait, enfin plus que de formation. Ça, c'est le truc de Pelloutier, hein, qui disait ce qui manque à l'ouvrier, c'est la science de son malheur. Globalement, ça, mais en fait, en travaillant l'urgence sociale, en fait, on peut travailler de pourquoi en fait, ces situations-là existent, en fait, sur quelles sont les causes structurelles à celles-ci, quelles sont les conséquences et comment on va pouvoir les travailler collectivement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Germain. Éventuellement, si du côté de la Fondation de l'Armée du Ciel, vous voulez apporter un complément de réponse, parce que vous êtes quand même un centre d'hébergement d'urgence. Et en même temps, il y avait une autre question qui sera peut-être sur laquelle il sera intéressant d'avoir votre point de vue, sur la question de la participation des personnes allophones. Est-ce que c'est une question qui s'est posée dans le cadre de votre processus, et est-ce que la Fondation de l'Armée du Salut, dans votre centre d'hébergement, vous avez un peu réfléchi la manière dont on peut adapter la participation à cette problématique clé? Alors, je ne sais pas si on l'a réfléchi, il y a plutôt des solutions qui sont créées sur la question des personnes, de la participation des personnes allophones, des solutions qu'elles ont trouvées un peu elles-mêmes. Beaucoup en fait viennent à plusieurs, et
du coup, l'idée, c'est d'accepter qu'il y ait du temps de traduction dans les échanges quand les personnes entre elles puissent débattre entre elles et pas. Parfois, il y a un peu enfin, on peut voir la tentation de ne pas vouloir qu'il y ait de sous-groupe, pas vouloir qu'il y ait de conversation parallèle parce qu'il y a une conversation principale qu'il faut tous suivre. Mais en fait, s'il y a des besoins d'échange dans d'autres langues, il faut accepter que ça prend du temps. On n'a pas trouvé de solution pour les personnes qui sont les seules à parler leur langue. On a de la même manière, alors c'est une question un peu différente, mais on n'a pas non plus de solution pour les personnes qui ont des difficultés d'ordre psychique ou psychiatrique qui font qu'elles peuvent être déconnectées de notre fonctionnement à nous, en tout cas du monde tel que nous on le perçoit. Et du coup, c'est difficile pour nous de quand même aller chercher de l'échange et de la participation, alors qu'il y a des possibilités. Une des difficultés qu'on rencontre aussi, c'est c'est ce que je disais un peu tout à l'heure sur la diversité des résidents et enfin, voilà, il n'y a pas un profil type de personnes en centre d'hébergement d'urgence. Et du coup, tout le monde n'en est pas du tout au même niveau, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais au même besoin de participation, à la même capacité à s'exprimer, etc. Et ça, aujourd'hui, ça crée des décalages que nous, on ne sait pas très bien toujours, à part en recréant beaucoup de petits groupes. Ça, c'est ce que nous a appris la Maison de l'Intelligence Collective, en divisant beaucoup, à pas faire trop des grosses assemblées, parce que ça, clairement, ça met en difficulté les gens les plus fragiles, les gens qui parlent moins bien français, les gens qui arrivent moins bien à s'exprimer. Et du coup, plus on fait des débats en petits groupes et après de la remise en commun, voilà. Mais ça, c'est plus un outil que vraiment une solution. Merci beaucoup. Peut-être avant de repasser la parole à Capacité, ce sera, je pense, l'intervention de la fin. Peut-être un petit mot du côté de la plateforme, si vous avez un peu traité cette question-là. J'en profite quand même pour dire qu'il y aura un atelier entier sur la question de la participation des personnes en situation de migration récente, qui traitera cet aspect, mais bien d'autres aussi. Mais si Nicolas voulait compléter un peu côté plateforme, puis après, ce sera la dernière intervention ensuite. Ouais, ça fait partie des freins. Souvent, les freins qui sont souvent les mêmes, en fait. C'est par exemple ce genre de choses. Moi, ce que j'aime bien, l'éducation populaire, elle force à être pragmatique et expérimentée, en fait. Ouais, un truc qui est un peu, je trouve, dans le travail social, on a beaucoup tendance à réfléchir et à avoir un peu de s'autoriser à tester des trucs et à revenir dessus. Souvent, on dit, ah, ça n'a pas marché, on ne le fait plus. Les CBS, j'entends beaucoup ça, moi. On en faisait avant, mais ça n'a pas marché, on n'en fait plus. On ne cherche pas à ajuster un peu les choses. C'est un peu comme s'il fallait réfléchir, mais pas agir sans vraiment que ça soit vraiment ficelé, quoi. L'éducation populaire, elle fait un peu l'inverse, j'ai l'impression, c'est-à-dire plutôt dire, partons pas d'une feuille blanche, allons-y. Et on va essayer même si on fait des choses pas satisfaisantes, on va modifier à chaque fois, ajuster pour que ce soit de plus en plus satisfaisant, quoi. Notamment, c'est une question qui s'est posée il n'y a pas longtemps là, dans un CADA, de se dire, oui, mais les gens, ils ne parlent pas tous la même langue. Comment on fait? Et en fait, de se poser la question, mais d'y répondre surtout. C'est-à-dire, comment on fait? On va faire des groupes de langue, tout simplement. C'est-à-dire qu'on fait des groupes de langue, c'est-à-dire que ça ne sera pas l'idée de mettre tout le monde au même endroit, c'est-à-dire de faire un grand truc collectif, comme nous, on pourrait avoir. Nous, c'est la culture du travail social, des choses qui sont participatives, forcément en groupe, vous voyez, de se dire, on fait des petits groupes de 6 par langue, ou de 2 ou de 3, et puis ces groupes, ils auront le même questionnaire, ils vont répondre aux mêmes questions, mais juste pas dans la même langue. Et à la fin, on fera une sorte de CVS qui, là, par contre, reprendra l'ensemble de ces problématiques-là et les traitera. Faut se rappeler aussi que dans le champ du handicap, de l'enfance, il y a des choses qui sont mises en place et qu'il n'y a aucune raison en fait que ce soit plus difficile dans le travail social. Parce qu'on est c'est l'acteur de la solidarité qui est plutôt sur l'insertion, l'accueil, l'hébergement, mais il n'y a pas de raison que ça soit plus difficile ici qu'ailleurs et que les gens soient plus en difficulté là que dans d'autres champs. Il faut être créatif, il faut essayer des trucs. Il faut essayer pour répondre à ces questions-là. Les gens, on a du mal avec l'écriture. Il y a du Falk maintenant, facile à lire, à comprendre. C'est même
il y a même des entreprises de réinsertion de personnes handicapées qui sont spécialisées là-dedans. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer vos documents qui sont très, très complexes et eux, ils les retraduisent comme ils comprennent en falch. C'est génial. Eh ben, on n'a qu'à le faire pour expliquer ce que c'est un CVS. En tout cas, l'idée, c'est de dire qu'il faut expérimenter, c'est de trouver des solutions. Pas que poser la question, mais trouver la solution aussi à un moment donné. Merci encore, encore Nicolas. Et puis peut-être pour terminer, pour une dernière prise de parole de votre côté, ce serait vous, côté capacité. Il y avait une question, il faudrait que je la retrouve bien, mais peut-être qu'elle peut rejoindre un peu cette question la question de la mobilisation. Voilà, est-ce que vous, côté capacité, comment est-ce que je sais que vous travaillez notamment sur un projet qui s'appelle Résidence de demain, par exemple. Est-ce que vous voudriez nous redire un peu quelques éléments sur le lien qu'on fait entre préoccupation partagée des personnes, plaidoyer et du coup, projets qui peuvent être aussi un peu plus transversaux et qui visent à mettre en avant ce que souhaitent mettre en avant les personnes à destination des pouvoirs publics notamment. Oh, c'est une grosse question pour conclure quand même. Ça fait une conclusion, ce sera la conclusion. Là, on essaiera de conclure plus lors de la table ronde, mais voilà, là, encore une semaine d'atelier, on pourra largement compléter ce que vous dites, mais votre point de vue là-dessus. Du coup, la question, c'est plutôt le lien entre la mobilisation des personnes et du coup, de comment on va jusqu'à toucher les institutions publiques, c'est ça? C'était au vu notamment du projet que vous menez qui s'appelle Résidence de demain et d'autres aussi que vous avez mené sur les conditions de la participation. C'est comment est-ce qu'on donne une forme à des besoins de personnes qui sont quelque part un peu agglomérés au sein d'une démarche pour leur permettre d'avoir un débouché au-delà de l'unique établissement, par exemple, et notamment en allant interpeller les pouvoirs publics, mais aussi dans d'autres cas. Vous, c'est quoi votre parti pris un peu à capacité et comment vous faites comment vous valorisez finalement les problématiques communes mises en avant dans les différents groupes que vous animez. Ok. Du coup, l'idée, c'est que oui, on intervient dans des centres d'hébergement. Et après, en fait, ce qu'on fait, c'est que du coup, on fait des ateliers de croisement, ce qu'on appelle les ateliers de croisement. Donc, c'est du coup, on croise différents publics qu'on a rencontrés dans différents centres d'hébergement. Et on croise aussi, donc peut-être ce qu'on a oublié de préciser tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois, dans ces espaces de participation, il y a des travailleurs sociaux, puisque du coup, voilà, les CVS sont aussi animés par des professionnels, ou en tout cas, les professionnels sont aussi représentés là-dedans. Ils ont aussi leurs propres contraintes, aussi leurs propres questionnements. Et du coup, l'idée, voilà, c'est aussi de pouvoir partager ça et que du coup, chacun puisse partager ses difficultés et du coup, savoir un différent point de vue sur un même problème. Mais voilà, l'idée, c'est que de toute façon, la méthode d'intervention, c'est que bien sûr qu'on intervient dans des centres. Après, on prépare du coup des ateliers, des temps de croisement avec du coup les personnes à partir des différentes problématiques qui sont sorties dans différents ateliers, dans différents centres d'hébergement. Et dans ces temps de croisement, et du coup, chacun partage un petit peu son point de vue. Pour la mobilisation, ce qui se passe, c'est que du coup, il y a des personnes relais qui sont dans chaque centre d'hébergement et qui participent à ces ateliers et qui se font le relais aussi des problématiques qui sont après repartagées ensemble. Donc, c'est vrai que la mobilisation sur tout ce qui est fonction d'animation, c'est des choses qui sont partagées entre l'équipe d'animation de capacité et aussi entre les personnes elles-mêmes dans les centres qui mobilisent autour d'elles aussi sur ces différents sujets. Donc, ce qui permet de voir que sur l'histoire des CVS, par exemple, ou sur la question de la participation, comment on fait pour participer quand on n'est pas écouté, typiquement, c'est des choses qui se sont retrouvées dans différents centres d'hébergement et qui ont été croisées ensemble. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est représentatif que dans le centre de Fary, par exemple. Ça nous donne un peu une idée sur le lien qui peut être fait entre des besoins renseignés dans différents établissements et la manière dont on peut finalement un peu les transformer en une démarche plus politique d'amélioration globale des centres d'hébergement ou des résidences à travers le projet que vous avez pu mener sur Résidence de demain. On arrive à la fin de ce premier atelier-là. Voilà, l'objectif, c'était de démarrer un peu en réinterrogeant la participation sur finalement certains de ses fondements, sur à quoi elle sert,
Finalement, qu'est-ce qui peut avoir du sens dans ce qu'on propose aux personnes. On approfondira maintenant sur les ateliers qui suivent des dimensions plus spécifiques, à commencer par la question de l'utilisation des outils numériques sur l'atelier qui aura lieu cet après-midi. Et puis pour le reste, je vous renvoie vers le programme que vous pouvez retrouver sur le site de la Fédération. Eh bien, merci encore beaucoup à vous 5. Je pense que ça, en tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment passionnant et je pense que je ne suis pas le seul. Je vois d'ailleurs que dans le chat, ce type de commentaires arrive. Eh bien, je vous dis à très bientôt alors sur d'autres sujets. Et puis voilà, de continuer ces échanges aussi pour continuer à faire réseau autour de ces questions de participation. Le groupe d'appui national participation, notamment, via l'adresse email gan.participation@fédérationsolidarité.org. On se tient à votre disposition pour toute prise de contact et échange sur ces sujets-là. Je vous dis à une prochaine et merci encore.